Cette capacité à dessiner, à extérioriser, c'est quelque chose qui est devenu absolument primordial après les attentats. Même le lendemain, en fait, je commençais déjà à peindre. J'ai l'impression surtout que j'arrive parfois mieux à m'exprimer en dessin que par des mots. Après les attentats, j'avais besoin de trouver un lieu calme pour me reconstruire et pour être un peu en paix, au moins de ne pas avoir de nuisance, que ce soit le bruit ou le stress. Catherine et Stéphanie portent en elles une blessure invisible. Rescapées du Bataclan, elles sont à la fois victimes et témoins directs des attentats du 13 novembre. Depuis bientôt 10 ans, elles se rendent régulièrement à l'université de Caen. Comme ça ? C'est bon, vous pouvez vous allonger, la tête ici. Toutes les deux participent à une étude sur la mémoire traumatique. Elles ont suivi un protocole très précis. L'étude, appelée Remember, s'intéresse aux conséquences du trouble de stress post-traumatique sur l'activité cérébrale. Moi, j'avais besoin à l'époque, et toujours aujourd'hui, de me sentir utile, de faire en sorte que cette vie, cette nouvelle vie que j'ai, que j'appelle vie bonus, qui aurait pu très bien s'arrêter le 13 novembre 2015, cette vie, il faut qu'elle serve pour moi, mais surtout pour les autres et pour la société. Les équipes du neuropsychologue Francis Eustache ont compris les mécanismes de la mémoire et de l'oubli. En cas de trouble, la mémoire agit comme un disque rayé. La personne, elle revit des moments, elle revoit des images, elle entend des sons. Et ces intrusions, en plus d'empoisonner, on pourrait dire, la vie de ces personnes, elles finissent par avoir un effet délétère sur les structures impliquées dans la mémoire elle-même. C'est-à-dire qu'on va voir une réduction de certaines régions des hippocampes. L'hippocampe, c'est le siège de la mémoire. Des connexions dégradées empêchent le contrôle des souvenirs intrusifs, mais ce dysfonctionnement n'est pas définitif. Il y a une catégorie de personnes qui, sur un plan scientifique, est extrêmement intéressante. Ce sont des personnes qu'on va appeler rémittantes. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont changer de statut. C'est-à-dire qui souffraient de troubles de stress post-traumatique au premier temps de l'étude, en 2016, et qui, en 2018, ne souffrent plus. En tout cas, on laissait derrière elles toute une série de symptômes, dont ces intrusions. Et donc là, on voit les mécanismes de plasticité qui se mettent en place, et on voit chez ces personnes réapparaître ce contrôle mental. Là, on voit concrètement qu'en fait, le cerveau est atteint, qu'il y a une atteinte physique et que ce n'est pas que dans notre tête, qu'il y a vraiment un trouble, un syndrome qui est là et qu'on peut quantifier au niveau de l'imagerie. Dans ce studio d'enregistrement, la mémoire est aussi au cœur d'un dispositif inédit. Victimes, policiers, endeuillés, 1000 personnes touchées de près ou de loin par les attentats sont venues raconter ce qu'elles ont vécu le soir du 13 novembre. À la tête de cette étude, l'historien Denis Péchanski analyse l'évolution des récits. Chaque participant, comme Stéphanie, livre ses souvenirs à 4 reprises sur une période de 12 ans. Il n'y a pas de tabou, donc on peut parler très librement de ce soir-là, de la façon dont on voit les choses, de notre regard qui a changé sur la société, etc. Donc on n'est pas coupé dans notre récit, c'est ça vraiment la grande liberté qu'on a. Et en tout cas, moi je sais que j'en fais partie, mais ça peut durer 2, 3 heures, 4 heures. Ça a vraiment un côté cathartique qui est très présent. Et en tout cas, moi je sais que ça m'a fait énormément de bien. Ouais, j'en suis sortie en ayant l'impression d'avoir déposé quelques malles lourdes. Enfin, d'avoir déposé quelque chose. Les extraits de ces témoignages ont été rassemblés dans ce livre. Ils reconstituent cette soirée du 13 novembre.
ce qui est au cœur de notre programme, c'est-à-dire de travailler sur la vérité du témoin, au point que d'ailleurs, on donne consigne absolue, y compris quand la personne se trompe, de la laisser parler et de ne pas corriger, parce que l'erreur nous intéresse autant que ce qui correspond à la vérité des faits. Mais là, quand on a pu croiser des témoignages, encore une fois, 10, 15, par chaque moment de cette nuit terrible, on passe de la vérité du témoin à la vérité de l'événement. Je m'appelle Anna Coalli, je suis italienne, je viens d'une petite ville à côté de Milan. Le 13 novembre 2015, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, Anna redécouvre cet événement. Elle prépare une thèse de linguistique dans ce laboratoire de l'université de Nanterre. Les 2700 heures de ces témoignages enregistrés forment son objet de recherche. Dans ces textes, Anna repère des mots, des expressions pour décrypter les émotions et les sentiments de ceux qui racontent. Moi, je travaille sur la première question de l'entretien, qui est une question assez libre, où on demande à la personne de raconter son 13 novembre 2015. La personne raconte pas seulement le déroulé des événements, mais aussi plein de commentaires. Parfois, il y a des réflexions sur des thématiques aussi très générales, comme la vie, la mort, des réflexions qui sont déclenchées par cette thématique très particulière. Anna crée ensuite des modèles d'analyse qui permettent de traiter automatiquement les récits recueillis lors des différentes phases de l'étude. Par exemple, on s'intéresse à voir comment les gens, de manière inconsciente et involontaire, utilisent plus ou moins d'incertitudes pour parler du même événement en 2016 ou en 2018. Ou encore si elles mettent en lumière les mêmes événements dans leur témoignage de la soirée. Donc déjà, c'est un résultat très intéressant d'un point de vue purement linguistique. Et après, c'est aussi des analyses qui peuvent être employées dans d'autres disciplines, comme la psychologie, l'histoire, la sociologie ou encore la littérature. Il y a cette espèce de défi scientifique qui était de faire travailler ensemble des gens de disciplines complètement différentes. Travailler sur la mémoire, on le faisait, comme historien, sur la mémoire collective, la mémoire de Vichy, la mémoire de l'URSS. Il y avait aussi les travaux des psychologues, neuropsychologues, sur les mémoires individuelles, comment se fait l'encodage, le stockage, et puis comment après on fait un rappel régulièrement de ce qui a été stocké dans le cerveau. Oui, ils faisaient ça. Mais la connexion entre tout ça, la connexion entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, la connexion entre ce qui se passe dans le cerveau et puis ce qui se passe dans la société, ça ne se faisait pas. Et c'est là qui, certainement, c'est quelque chose qui attire les jeunes chercheurs. Retour à Caen. Pour la première fois, les avancées scientifiques du programme 13 novembre sont présentées au public. C'est le fruit de cette collaboration inédite entre les victimes du terrorisme et les chercheurs. Catherine et Stéphanie ont tenu à être là. Ça permet de rencontrer les participants qu'on n'a pas vus depuis un moment. Et puis, ça permet aussi de voir un petit peu où en sont les chercheurs dans le compilage de toutes les données qu'ils ont recueillies au cours de ces 10 ans. J'aurais pu rester chez moi parce que la soirée est en distanciel également. Mais j'ai fait le choix de venir justement pour les remercier physiquement et montrer mon engagement également qui va jusqu'au bout. Donc c'est pas je fais 3 IRM et merci, au revoir. Je viens aussi pour ce qu'ils proposent et ce qu'ils ont à proposer et ça va forcément dans le bon sens. Ce soir-là, la participation des volontaires est saluée. Leur mobilisation a permis aux chercheurs d'accéder à des données scientifiques inconnues jusque-là. Pour Stéphanie, c'est aussi un chemin pour sortir de la culpabilité du survivant. Et vous, Stéphanie, qu'est-ce que cette étude vous a apporté ?
de mieux comprendre les mécanismes de la mémoire en tant qu'individu, déjà, puis me dire que les symptômes que j'avais allaient finir par disparaître. Donc ça, c'était plutôt encourageant. Et de se dire que notre cerveau a le droit d'oublier. Et ça, merci Pierre pour ce terme, il est hyper important. Ça enlève une culpabilité énorme en fait, parce que je passe parfois des journées sans y penser. Et ça m'arrive de culpabiliser, de ne pas y penser. Je me dis que je manque à la mémoire de ceux qui sont plus là, et c'est un peu difficile. Ces femmes et ces hommes qui ont comme ça jusqu'au bout. Le but de ces recherches, c'est aussi de trouver de nouvelles pistes thérapeutiques. Laura Chartier connaît bien le trouble de stress post-traumatique, que l'on appelle aussi TSPT. Dans ce centre spécialisé, cette psychologue reçoit chaque jour des patients. Pendant son doctorat, elle a imaginé ce guide pour aider les blessés psychiques. Il y avait un grand manque d'informations après le 13 novembre, que ce soit de la part des équipes médicales, paramédicales, qui n'étaient pas forcément formées ou sensibles au stress post-traumatique. Il y avait des difficultés à expliquer aux patients ce qu'était le stress post-traumatique. Et il y avait aussi peu d'informations sur les thérapies. Ce qu'on voit dans le programme, c'est que les victimes du 13 novembre qui ont un TSPT, mais même ceux qui n'ont pas de TSPT, en fait, à partir du moment où elles ont été exposées, ont du mal à se projeter vers d'autres événements, qu'ils soient positifs, négatifs, neutres. Il y a vraiment un peu cette coupure de vie le jour du 13 novembre. Et ça, c'est hyper important et intéressant pour nous en tant que thérapeute, parce que c'est aussi sur ces choses-là qu'on va travailler en thérapie. Et le guide sert aussi à ça, à se dire qu'est-ce qu'il y a après. Quelles sont les ressources qu'on a en soi pour aller au-delà de ce qui s'est passé et commencer à se reconstruire. Laura ne s'est pas contentée de ses connaissances scientifiques. Elle s'appuie sur l'expérience des victimes. Catherine fait partie des personnes interrogées pour améliorer la première version de ce guide sur le psychotraumatisme. Merci beaucoup Catherine d'avoir accepté cet entretien. Je vous l'avais un peu expliqué quand c'était vu à Caen, c'est vraiment un entretien hyper important pour nous. Est-ce que vous, il y a des parties du guide, des éléments qui vous ont semblé plus cohérents, plus pertinents ou même plus utiles par rapport à ce que vous avez vécu ou vos symptômes actuels ou passés? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la liste de toutes les solutions de prise en charge et les types de prise en charge différentes. Et on se rend compte parfois qu'il y a des symptômes qu'on découvre. On les a au fond de nous, mais on n'arrive pas à trouver le bon terme, en fait. Par exemple, l'hypervigilance. Moi, je savais j'expliquais que je réagissais au moindre bruit, que je faisais des bonds de 3 mètres en arrière à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui claquait une porte. Mais je n'arrivais pas à trouver le terme scientifique. Et vous me l'apportez, c'est l'hypervigilance. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre les symptômes et les identifier et les nommer. C'est déjà une énorme étape. Et une fois qu'on effectivement les a identifiés, on peut trouver des solutions de prise en charge. Ça me plaît énormément, évidemment. Catherine parvient à dessiner les contours de sa reconstruction. Aux côtés des scientifiques depuis le début de cette étude, elle allège un peu le poids de ses souffrances. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça fait partie des choses sur lesquelles la France doit travailler. La prise en charge du traumatisme, d'une manière générale. Et donc j'ai l'impression d'être un peu au cœur du travail. Et ça fait du bien, ça fait que je me donne aussi un rôle dans la société. Donc c'est aussi pour penser à l'avenir et penser aux autres. Ces chercheurs continuent de mesurer les traces laissées par les attentats. En se plongeant dans nos mémoires, ils ont produit des connaissances et l'espoir de mieux soigner. Une réponse à la terreur pour les victimes et pour la société tout entière.